Bonjour, bienvenue sur Point de Vue et sur le Figaro TV. Ravi de vous retrouver en direct au sommaire de notre émission aujourd'hui. Alors qu'Emmanuel Macron reçoit les chefs d'état-major des pays européens, on se pose la question, est-ce que l'Europe peut prendre le relais des États-Unis en Ukraine? L'analyse dans un instant de Jean-Pierre Molly. Il est le directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Sortir la France du piège du narcotrafic, c'est le nom de la loi qui est débattue actuellement à l'Assemblée nationale. Clotilde de Champérache, spécialiste de l'économie criminelle, nous livrera son point de vue et son expertise. On reviendra avec elle aussi sur la mise en place des prisons spécialement conçues par les narcos pour les narcotrafiquants et inspirées du modèle italien. Ça tombe bien, elle est spécialiste du sujet et spécialiste des mafias. C'est un chiffre glaçant sur 1000 naissances par an. 4,1 bébés décèdent. Un chiffre en constante augmentation alors que notre natalité baisse. Deux journalistes ont mené l'enquête. L'un d'eux sera sur le plateau. Ce sera en fin d'émission. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Jean-Pierre Molny. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de l'IRIS. L'IRIS, c'est un think tank. L'IRIS, c'est l'Institut des relations internationales et stratégiques. Je le disais lors du sommaire, aujourd'hui, Emmanuel Macron reçoit les chefs d'état-major européens à Paris. Le but, c'est quoi? C'est de mettre sur la table, de faire un inventaire des forces européennes? Les forces européennes, on les connaît. Ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est savoir qui est prêt à s'engager éventuellement dans une force alors maintien de la paix, force de sécurité d'un accord de paix, on peut l'appeler comme on veut, donc éventuellement un jour en Ukraine. C'est ça qui est important. Savoir qui est présent, qui répond à l'appel, c'est ça? Qui est prêt à s'engager. Qui est prêt à s'engager. Est-ce que le retour de l'Allemagne, qui change de paradigme, notamment à la faveur aussi du nouveau chancelier et puis de l'actualité, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour l'Union européenne? Effectivement, c'est a priori plus une bonne nouvelle que ne l'était finalement l'Allemagne de Scholz. Et on l'a bien vu, notamment vis-à-vis d'abord de l'initiative de la Commission européenne et puis des initiatives d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Merz a réagi à chaque fois favorablement. En plus, il a dit qu'il fallait que l'Europe ait une défense indépendante, ce qui est quand même quelque chose on va dire, un peu formidable pour les Français. Et donc, effectivement, on peut certainement attendre beaucoup plus de Merz que de Scholz et de l'Allemagne, de la Nouvelle-Allemagne. Est-ce que donc la France, l'Allemagne, on peut parler aussi de la Pologne. La Pologne, c'est quoi? C'est la première armée, c'est ça, européenne? C'est toujours difficile de dire quelle est la première armée européenne, quelle est la plus forte, etc. Moi, j'oublie pas que l'Irak était normalement la deuxième armée du monde en 1989, et en fait, il n'y avait pas d'armée. Non, la Pologne, effectivement, c'est une armée où il y a un nombre de soldats important qui s'est toujours quand même constitué face à une menace majeure en Europe, alors que les autres pays européens, comme la France, étaient plus sur des modèles d'armée avec des forces expéditionnaires. Et ça ne veut pas dire qu'en termes de matériel, en termes de process, tout simplement, de doctrine, d'utilisation des forces au combat. Ça veut dire de clan, c'est ça, de stratégie aussi? Non, c'est simplement l'habitude de conduire des opérations militaires. L'armée française est une armée qui est capable de planifier très rapidement des opérations et de réussir très rapidement ces opérations militaires. Et ça, c'est une expérience qui est irremplaçable aujourd'hui en Europe. 27, c'est néanmoins une mosaïque de matériel. Non, je crois qu'il y a un parc européen, il y a 17 chars différents, une vingtaine d'avions de chasse différents. Ça peut être un obstacle, ça? Le problème du fait qu'on ait des matériels différents, c'est plus que ça nous coûte en termes d'équipement militaire, alors que si on avait des équipements qui étaient les mêmes, ça nous coûterait certainement moins cher. Maintenant, pourquoi? C'est-à-dire?
Parce que quand on fait de la coopération en matière d'armement, on partage les coûts sur un matériel et après on peut partager vous voulez dire on fait une commande sur la maintenance, oui, c'est ça. Quoi, en fait, c'est ça. C'est ça le principal problème, le fait qu'on ait des équipements différents, puis ça affaiblit aussi nos industries de défense. On va y revenir. Mais les matériels européens, c'est les mêmes qu'on retrouve dans l'OTAN. Donc la question après, c'est de les faire fonctionner en commun dans une planification opérationnelle. Est-ce que les Européens peuvent se passer des armements américains ? Alors là, je pense que la question, c'est pas est-ce qu'on peut se passer des armements américains ou tout au moins des Américains en tant que tels, c'est on doit se passer d'eux. C'est aujourd'hui la question, elle est là. C'est ça qui est sur la table et c'est le défi auquel les Européens ont à répondre. Et ils ont les moyens, vous diriez, que les Européens de prendre en charge justement leur défense? C'est une question quoi, de volonté, d'organisation? Je pense que dans un premier temps, on a quand même la capacité de dissuader la Russie d'attaquer un pays européen. Et ça, c'est essentiel. Et quand je dis dissuasion, c'est pas uniquement la dissuasion nucléaire. On a également quand même des capacités conventionnelles qu'on est capable de mobiliser. Ça, c'est la première chose. Le défi principal aujourd'hui, ça va être de fournir l'Ukraine, puisque les Américains ne fournissent plus l'Ukraine. Ils ont gelé leur aide. Et ça, il faut le faire au moins tant qu'on n'a pas un cessez-le-feu ou un accord de paix. Donc dans cette période provisoire, je dirais que ce qu'on fabrique, ça doit aller vers les Ukrainiens. Alors sauf qu'on a, des équipements, les Européens ont acheté des équipements américains, et dans ces équipements américains, bien qu'on soit propriétaires, néanmoins les Américains ont la main sur certains équipements, c'est ça, pour empêcher leur déploiement, c'est-à-dire que par exemple c'est le cas, c'est ça, des avions. Tous les équipements américains, si les Américains décident qu'ils ne veulent pas que leurs équipements soient utilisés au combat contre un autre pays, ils peuvent l'interdire. C'est un peu comme si on avait acheté aux Américains une maison et que tout d'un coup, on ne puisse pas rentrer dans notre maison parce que la serrure, ils nous bloquent la serrure. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Mais comment on peut avoir accepté quelque chose C'est un rapport de puissance. Nous, par exemple, la France, justement, n'a jamais accepté ça. La seule fois où on a accepté ça, c'est quand on a acheté des drones américains qu'on a utilisés au Mali, parce qu'on n'avait pas de drones en Europe et en France. Donc, on l'a accepté, mais les Américains nous ont dit, écoutez, vous pouvez l'utiliser sur le territoire, sur le Sahel, mais si vous voulez les utiliser ailleurs, il faut notre autorisation. Et donc, à ce moment-là, on a quand même lancé ce programme européen de drones pour remplacer nos drones Reaper. Donc là, l'idée, c'est aider l'Ukraine. Vous dites, c'est aider l'Ukraine, puisque les Américains ont gelé leur aide. Techniquement, il y a la question de la mobilisation politique, la question de la mobilisation technique. Vous pensez que c'est possible, que c'est facilement réalisable ? On l'a déjà fait depuis 2002. On a quand même fourni la moitié des équipements aux Ukrainiens et les États-Unis l'autre moitié. Il ne faut pas croire que les Européens n'ont rien fait. La question, c'est sur d'abord les munitions. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on a réussi à remonter en puissance. Est-ce que c'est suffisant ? C'est pas certain. Et puis, il y a toute la question de la défense aérienne et notamment la question des patriotes utilisés par les Ukrainiens, donc du matériel américain auquel il va falloir se substituer. Pour ce qui est du renseignement, visiblement, on est quand même capable de se substituer aux Américains. Oui, ça, c'était une question très importante, le renseignement, puisque les Américains se sont aussi, ont reculé sur cette question du renseignement vis-à-vis des Ukrainiens. Là, ça fait partie des moyens de pression que Trump utilise actuellement contre les Ukrainiens pour les amener à la table de négociation. Mais je dirais qu'en faisant ça, il les amène dans des conditions qui sont absolument désastreuses. On a appris ce matin que cette nuit, les Ukrainiens avaient lancé des centaines de drones sur la Russie, même jusqu'à Moscou, à l'heure où Zelensky est à Jeddah aujourd'hui en Arabie Saoudite pour rencontrer les Américains. Comment vous analysez cette attaque ukrainienne des drones sur la Russie ? C'est une façon de... on est dans le rapport de force, de montrer les crocs. On est dans le rapport de force. Quand on arrive à une table de négociation, la question, c'est celui du rapport de force. Si vous réussissez à équilibrer le rapport de force avant une négociation, vous réussissez votre négociation et vous pouvez trouver un accord qui est équilibré. C'est ça qui est en jeu actuellement. Je pense que la question n'est plus la victoire de l'Ukraine.
La question n'est plus la défaite de la Russie. On ne veut pas la victoire de la Russie et on veut en fait un accord de paix et des négociations qui se déroulent dans de bonnes conditions pour les Ukrainiens, mais pour nous aussi, pour la sécurité de l'Europe en général. Pour vous, la sécurité de l'Europe est en danger Si on a un mauvais accord de paix avec les Ukrainiens, oui, la sécurité de l'Europe est en danger. Et il faut bien voir que les Russes ont agressé un pays. Et il est évident que les pays qui sont à la zone de front, si vous prenez les Polonais et notamment les pays baltes, leur crainte, c'est que les Russes fassent la même chose avec eux un jour. Et c'est compréhensible. Donc, effectivement, il faut absolument avoir une sécurité de l'Europe. Il faut absolument dissuader les Russes de toute attaque contre un pays européen. Ça veut dire qu'il faut que les Européens aussi s'imposent à la table des négociations. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel. Honnêtement, d'une certaine manière, c'est incompréhensible que ce soit les Américains qui conduisent cette négociation. Parce que Trump l'a dit lui-même, il n'a pas d'intérêt de sécurité en Europe. C'est nous qui avons un intérêt de sécurité. Si les États-Unis étaient en guerre contre un autre pays, on ne serait pas ceux qui conduisent les négociations. Donc c'est un véritable non-sens, cette situation. Donc là, il faut quoi? Il faut faire des pieds et des mains pour être à la table des négociations. Il faut reparler avec Poutine, c'est ça? Il faut reparler avec la Russie? Je pense qu'à un moment, effectivement, il faudra parler avec Poutine. Il faudra lui dire, c'est nous, la sécurité de l'Europe, mais nous sommes prêts à discuter avec vous. Nous sommes un interlocuteur incontournable, c'est oui, ça? Évidemment, évidemment. Quelle est la place de la France? Elle doit être leader sur ce dossier, sachant qu'elle a l'arme nucléaire. Surtout, elle doit être leader parce que ça fait quand même, on va dire, plus de 50 ans que la France dit, écoutez, la défense du continent européen, c'est l'Alliance Atlantique, mais il faut qu'on ait une certaine autonomie au niveau européen pour pouvoir se défendre. Et on a toujours dit, on ne peut pas compter uniquement sur les Américains parce que nos intérêts de sécurité ne sont pas les mêmes. On n'a pas vraiment voulu nous écouter. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se dérouler. Donc, je dirais qu'à la table des négociations entre Européens, je pense qu'on a le droit de parler fort, tout simplement parce qu'on a le droit de dire « nous avons eu raison » et certains d'entre vous ont eu tort. Nous avions raison et on l'a dit déjà depuis un moment. Quelle est parlons de la France, l'état de la force militaire française. Quels moyens on a et où est-ce que le bas blesse? Le bas blesse essentiellement parce que c'est vrai qu'on a créé plutôt une force expéditionnaire après la fin de la guerre froide. Alors capable de se projeter très rapidement, très efficace. Une force expéditionnaire, ça veut dire c'est-à-dire des soldats qu'on peut déployer très rapidement. Mais on n'a pas une force armée imposante pour combattre en Centre-Europe. Après, en termes d'équipement militaire, on a des équipements qui sont très performants, mais avec des quantités qui sont, je ne veux pas dire qu'elles sont faibles, mais qui ont été dimensionnées pour la période de l'après-guerre froide, qui était, qu'on le veuille ou non, une période de paix. Donc ça veut dire qu'on ne produit pas assez à l'heure actuelle, c'est ça que ça signifie? Que les volumes ne sont pas assez importants. C'est un peu ce qu'a dit d'ailleurs le ministre des Armées, disant il nous manque 3 frégates, il nous manque, je pense qu'une fois il a dit 20 avions, l'autre fois 40 avions. Oui, il nous manque un certain nombre d'équipements, mais c'est des questions de quantité. De quantité. Est-ce que les industries françaises liées à l'armement peuvent produire plus vite et plus? Elles ont cette capacité ou qu'est-ce qu'il faut lever pour que justement elles aient cette capacité? C'est ce qui est en train de se faire, mais il faut bien voir que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand, par exemple, si on prend au niveau européen, puisque la problématique au niveau européen est la même que la problématique française, il y a 2 ans, on a dit il faut fabriquer, livrer 1 million d'obus par an de 155 mm à l'Ukraine. Et à ce moment-là, on pouvait livrer pas plus de 300 000 obus. Bon, il a fallu 2 ans pour arriver à 1 million d'obus. On y est presque aujourd'hui. Ce qui veut dire que tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut de l'argent, c'est sûr. Il faut des commandes, c'est sûr. Mais après, il faut que toute la chaîne d'approvisionnement suive. Il faut qu'on n'ait pas de difficultés à ce moment-là. Éventuellement,
il faut fabriquer de nouvelles usines. Oui. Parce que on peut, si vous avez une usine qui fabrique, à un moment, on peut pas pousser les murs. On ne peut pas fabriquer plus qu'un certain nombre d'éléments. Et à un moment donné, il faut fabriquer une usine. Et là, ça prend du temps. Donc, vous voyez que la remontée en puissance, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. C'est pas en claquant des doigts. Donc, on a pris déjà pas mal de retard, vous diriez? Vous êtes... Ah non, je pense qu'on a réagi depuis 2022. Hein. Je pense qu'à ce moment-là, ça a été décidé. Ce qui est sûr, c'est que la discussion entre l'État et les industries est pas quelque chose de simple, parce que aujourd'hui, on a des entreprises d'armement qui sont des entreprises privées avec leurs intérêts propres. Donc, quand l'État leur demande de fabriquer... Quand l'État passe des commandes, c'est ça, ouais. Les entreprises disent, nous, il nous faut de l'argent. Dans la loi de programmation des militaires, on a dit aux entreprises, vous devez constituer des stocks de 6 mois. Et les entreprises ont dit, ok, d'accord, mais qui est-ce qui paye ces stocks de 6 mois? Et l'État a dit, non, c'est à vous de les constituer. Et donc, on est bien dans des rapports qui sont en fait des rapports qui ont été constitués pour le temps de paix et qui deviennent parfois finalement inadaptés à cette situation actuelle, qui n'est pas une situation de guerre non plus, mais qui est une sorte de zone grise entre les deux. Une zone, vous diriez quoi? Comment vous la qualifiez, cette période qu'on vit? Donc pas une période de guerre, mais une période de dissuasion, justement? C'est une période où il faut véritablement que les gouvernements et les industriels travaillent de concert. Donc il faut absolument qu'ils trouvent des solutions pour permettre de fabriquer plus rapidement et parfois aussi de manière plus simple. Parce que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut peut-être insister. Expliquez-nous. Une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est tout simplement la quantité sur le terrain. Oui. Or, la quantité, on peut-être l'obtenir en fabriquant des matériels moins performants, mais qu'on peut fabriquer plus vite et qui sont moins chers. On le voit avec la guerre des drones entre l'Ukraine et la Russie. Oui, la guerre de drones, c'est pas une guerre de haute technologie souvent. C'est même au contraire une guerre de basse technologie. Mais ça permet, c'est les fameux drones low cost, hein, c'est ça? Exactement. Hein. Ça, il faudrait, voilà, donc être moins sophistiqué, mais tabler sur le volume, en fait. Disons qu'il y a un équilibre entre les deux. Tout ne doit pas être moins sophistiqué, mais il faut développer un certain nombre d'équipements, effectivement, qui seront moins chers, moins sophistiqués, et qu'on pourra produire en plus grande quantité. L'opinion publique française est plutôt favorable à ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, est à l'écoute de ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que ça compte, ça, dans la période qu'on vit, d'avoir l'opinion avec soi, que l'opinion française soit plutôt favorable? C'est quand même essentiel, hein, surtout quand vous êtes en situation de tensions internationales très fortes et de risque de conflit. Hein. Il faut absolument, effectivement, que la population soit derrière le gouvernement, c'est certain. Après, il faut une approche, je dirais, qui donne des perspectives d'avenir, qui disent qu'est-ce qu'on veut obtenir sur le long terme. Que ce soit plus concret, c'est ça? Ce qui manquait peut-être Je pense que ça manque un peu aujourd'hui. La semaine dernière. Je pense que ça manque un peu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on dit la menace, c'est la Russie. Oui. Okay. C'est très juste. Mais il faut dire qu'est-ce qu'on veut obtenir derrière. Et ça me semble absolument essentiel, parce que on peut peut-être obtenir une sorte de situation gelée en Europe, mais si on a une situation gelée en Europe avec des dépenses d'armement qui sont très importantes, il faut être capable de dire aussi que on veut également dépasser ce stade et qu'il faut redéfinir un ordre de paix, un ordre de sécurité en Europe qui soit stable. Ce discours, il manque aujourd'hui. C'est-à-dire dessiner ce qui serait l'avenir, en fait. C'est ça que ça veut dire, hein? Je pense qu'à un moment, il faut quand même arriver à la table des négociations avec Poutine pour dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, après, il est possible qu'on ne trouve pas d'accord, mais au moins, il faut donner le signal
que cette discussion est possible. Parce que pour le moment, Trump, lui, a dit « je vais négocier un accord de paix avec Poutine », mais il n'y a absolument rien derrière cette phrase. On ne sait pas ce qu'il va négocier. Dernière question, qu'est-ce que vous attendez de l'issue de cette réunion d'Emmanuel Macron avec les différents chefs d'état-major européens? C'est dans l'après-midi, le président va s'exprimer à 17h30. Vous attendez des annonces spécifiques, concrètes? C'est vrai qu'il faudrait avancer à ce niveau-là. Maintenant, c'est une réunion avec les chefs d'état-major. Hein. C'est pas une réunion avec les gouvernements. Donc, les chefs d'état-major, ils vont certainement pas s'exprimer sur le sujet. Mais il faut avancer, effectivement. Mais Emmanuel Macron va prendre la parole. Sur cette capacité de pouvoir, de dire, voilà, les Européens sont prêts un jour à déployer une force de paix. Si on a un accord de paix, hein, parce qu'encore une fois, tout ça est très... Et Zelensky est d'ailleurs donc aujourd'hui même à Jeddah pour discuter avec les Américains sur un accord de paix, un cessez-le-feu. C'est flou en fait. Oui, surtout qu'il devrait surtout négocier avec les Russes, pas les Américains. Cette négociation est quand même très étonnante dans la façon dont ça se déroule et donc très inquiétante. Très inquiétante. Merci Jean-Pierre Maulny d'avoir été avec nous. Les ministres de la Justice et de l'Intérieur ont déclaré la guerre aux narcotrafiquants. Le Sénat a voté la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, un texte qui est en discussion cette semaine à l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter le ministre de la Justice. C'était le 27 février dernier. Je pense que l'État peut faire beaucoup mieux pour lutter contre la criminalité organisée, contre le trafic de stupéfiants. Mais je pense que la société corse et les élus corses peuvent aussi faire davantage. D'abord en mettant des mots sur les choses et en luttant contre cette omerta qui empêche les magistrats, les services de police de fonctionner. Et donc bien sûr tout part de la drogue, mais le nerf de tout ça c'est l'argent. Et c'est pour ça que notre stratégie qui va complètement changer ne s'intéresse plus simplement au produit, la drogue, mais au produit du produit, l'argent. Et donc cette lutte anti-blanchiment généralisée que nous créons nationalement sur le modèle italien va nous permettre, je l'espère, en Corse et ailleurs d'avoir des résultats extrêmement significatifs. Bonjour Clotilde Champérache. Bonjour. Vous êtes économiste, chercheuse au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, dans le pôle sécurité, défense, renseignement. Et vous avez été auditionné récemment par une commission sénatoriale sur le financement de la criminalité organisée. On vient d'entendre Gérald Darmanin à propos donc de cette proposition de loi. Il veut attaquer au porte-monnaie, si je puis dire, pour résumer. C'est là où il faut appuyer, justement, c'est taper au porte-monnaie les narcotrafiquants, essentiellement. Oui, parce que ça les coupe de tous les gains qu'ils peuvent réaliser dans la sphère illégale. Donc on sait que ça leur porte un coût financier. Et ce que nous dit aussi l'expérience italienne, c'est que ça porte un coût symbolique également, parce que quand le criminel investit de façon visible dans la sphère légale, la population peut le voir et peut se dire que finalement il y a une impunité, que c'est les criminels qui ont gagné, qui ont le plus beau jeu, et donc de confisquer ça de façon visible et éventuellement de le restituer à la société civile, c'est marquer des points aussi symboliquement contre le crime organisé. Parce que le narcotrafic, c'est gagner de l'argent avec la drogue, mais après, il faut effectivement pouvoir utiliser, si je puis dire, cet argent. Donc c'est toute la question du blanchiment de l'argent. Oui, alors en même temps, il faut faire attention, parce que le blanchiment, souvent, c'est associé en termes juridiques à des phases très précises de placement, d'empilement, d'intégration. La réalité, elle est beaucoup plus variée. C'est-à-dire qu'il y a aussi de l'argent sale qui circule sale dans nos économies. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est d'ailleurs en partie pour ça que dans le calcul du PIB, on a fini par intégrer des activités illégales. C'est parce qu'il y avait ces rentrées qui faisaient que les emplois n'étaient plus égaux aux ressources en fin d'exercice. Donc il y a des flux d'argent sale. Par exemple, quand le crime organisé rémunère des petites mains, le salaire, c'est des espèces qui sont versées, qui sont consommées ensuite. Oui, bien sûr. Quand on verse un pot de vin, on ne blanchit pas l'argent avant. Donc il y a plein d'éléments comme ça de ruissellement dans l'économie légale. Et justement de pouvoir saisir l'ensemble de cette richesse, qu'elle soit passée par des circuits sophistiqués ou pas, c'est vraiment important. Et donc s'attaquer au stock et pas seulement au flux financier, c'est fondamental pour affaiblir ces organisations. À propos donc de cette proposition de loi, au programme, il y a la création d'un parquet national anticriminalité, c'est renforcer
l'outil pour lutter contre le blanchiment d'argent, faciliter le gel des avoirs. Est-ce que dans ce qui a été annoncé, vous pensez que c'est à la hauteur de l'enjeu du piège du narcotrafic? Alors, c'est l'intitulé de la loi. Alors il y a des avancées importantes, c'est vrai que se doter de plus d'instruments de lutte, aider les forces de l'ordre à être plus percutantes, plus incisives dans leur action, c'est très important. Après, il faut faire très attention. Alors déjà, c'est en débat à l'Assemblée nationale, il y a déjà des aspects qui ont été retoqués, donc c'est problématique. Lesquels, justement? Alors la question de la richesse injustifiée, par exemple. C'est-à-dire que ce qui était passé dans un premier temps au Sénat, c'est le fait que dès qu'il y a un décalage entre les revenus déclarés et le patrimoine détenu. Et le train de vie, c'est ça? Voilà. Et puis les éventuels investissements, etc. C'était à la personne suspecte de justifier la provenance de la richesse. Là, on commence à dire que c'est attentatoire au droit de propriété et que donc, ça serait plutôt à la justice de faire ces preuves-là et que si la personne n'est pas encore condamnée, on n'a pas à lui demander de justifier sa richesse. À mon avis, c'est problématique parce que sur des organisations criminelles qui sont présentes depuis longtemps dans l'économie illégale, on a quand même une accumulation de patrimoine qui est problématique. Donc ça, c'est difficile. Ce qui me pose plus problème, c'est quand on emprunte beaucoup à la législation italienne sans avoir fait un travail de compréhension de pourquoi les Italiens ont mis en place de tels dispositifs et comment ils pensent l'organisation criminelle. C'est-à-dire c'est tout le débat qu'il y a en Corse actuellement sur est-ce que c'est une mafia, pas une mafia, et finalement on perd beaucoup de temps à discuter ces termes-là sans essayer d'adapter le regard qu'on porte sur la criminalité. Là, on est beaucoup sur le narcotrafic, c'est-à-dire sur l'activité criminelle. Et on ne pense pas assez à l'organisation criminelle. Je pense qu'il faut changer de regard, penser en termes d'acteurs, parce que comme ça, on a une vision beaucoup plus large du problème. Plus globale, c'est ça? Oui. Alors que là, c'est comme si on était un peu sur, comment dire, un coup de zoom, un petit peu sur une partie des... On est sur une activité qui est strictement illégale et on ne voit pas les ramifications dans la sphère légale. Ou alors on n'identifie que partiellement des auteurs, on va chercher une infraction liée à une marchandise, alors que Europol nous dit par exemple que 70% des organisations criminelles problématiques sur le territoire européen sont multi-activités. Donc si on les traque et si on veut vraiment leur faire du mal, il faut dézoomer et avoir une photographie générale. Voilà, s'intéresser plus à ces groupes. Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Quels sont les plus importants? Parce qu'ils travaillent ensemble. Donc si on arrive à frapper les auteurs qui sont importants sur la chaîne logistique d'approvisionnement, c'est eux qui peuvent faire tomber en aval d'autres organisations criminelles. Donc il faut vraiment plus travailler sur les acteurs que se focaliser sur une activité illégale, même si elle est problématique, le trafic de stupéfiants est problématique, mais il ne résume pas tout ce que font les organisations criminelles. À propos de modèle italien, c'est le modèle dont s'est inspiré le ministre de la Justice Gérald Darmanin pour annoncer le regroupement des narcotrafiquants dans 2 prisons spécifiques. Quel est ce modèle italien de regroupement des narcotrafiquants, justement? Alors, les Italiens ne regroupent pas les narcotrafiquants. Là aussi, c'est une... C'est ce qui a été dit, hein? Oui, mais c'est une vision française plaquée sur la vision italienne. C'est-à-dire qu'en Italie, vous avez ces quartiers de haute sécurité qui sont le régime carcéral dur, littéralement. C'est pour les chefs d'organisations terroristes et d'organisations mafieuses. Donc on a déjà identifié les organisations qui posent problème. C'est en lien avec le délit d'association mafieuse. Et ça n'est pas pour n'importe quel narcotrafiquant. C'est-à-dire qu'on est sur le haut du spectre, clairement identifié. Et effectivement, à partir de là, on déploie des mesures extrêmement dures d'incarcération, qui ont même pu poser des problèmes au niveau du respect des droits de l'homme. C'est-à-dire, concrètement, je crois savoir qu'ils ont, par exemple, droit à une visite par mois de leur famille. Ça, je parle des Italiens, pour les narcotrafiquants, enfin mafieux. Et en France, avant, c'était 3 fois par semaine, je crois. Donc c'est ce qu'applique Darmanin. Et puis ces visites, c'est sans contact physique, c'est-à-dire qu'il y a une vitre épaisse, que l'isolement est total, y compris au moment de la promenade. Donc c'est vraiment dur. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en Italie, ce régime carcéral dur, qui est pour certaines personnes véritablement identifiées comme étant au haut du spectre, c'est la contrepartie du régime de collaborateurs de justice.
C'est-à-dire qu'on dit aux personnes les plus problématiques d'un point de vue criminel, vous avez le choix entre entrer dans un parcours de collaboration avec la justice, qui n'est pas une impunité, une immunité. C'est pas la même chose. Non, du tout. Parce que dans la loi française actuelle, on parle d'un régime d'immunité. Hein. Oui, alors ça, c'est problématique aussi. Pourquoi c'est problématique? Y compris pour l'opinion publique. C'est-à-dire que si on élargit la collaboration avec la justice à des auteurs de crimes de sang, oui. Y a une logique aussi de légitimité de la loi, de la sanction. En Italie, le collaborateur de justice purge une peine de prison, allégée, mais il en purge une, ne serait-ce que parce que pendant cette peine-là, on va observer son comportement, comprendre si sa collaboration est sincère ou pas. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il se décroche de l'organisation criminelle, mais est-ce qu'il montre quand même des signes de sincérité, de loyauté dans ce parcours de collaboration avec la justice. Et par exemple, le patrimoine détenu est saisi malgré tout quand vous êtes un collaborateur de justice. Donc il y a un équilibre à trouver au niveau de la notion de sanction appliquée pour quelqu'un qui a commis des fautes graves, et puis pour qu'au niveau de la société aussi, il y ait une acceptation de ce parcours spécifique. Par exemple, Giovanni Brusca est sorti de prison, c'est un des auteurs de l'assassinat du juge Falcone. En 92 à Palerme. Il est sorti de façon anticipée, normalement c'était réclusion à perpétuité. Ça a été dur pour la société italienne de le voir sortir, mais c'est quelqu'un qui a collaboré avec la justice, et la sœur du juge Falcone a dit c'est le droit qui s'applique, et c'est ça la supériorité de l'état de droit, c'est de reconnaître que cette personne a purgé sa peine, a apporté sa part au procès, aux enquêtes anti-mafia, et que donc il a le droit de sortir. Est-ce que ce qui a été mis en place en Italie ces dernières années, ça a vraiment mis un coup de frein à ces trafics, par exemple? C'est extrêmement compliqué parce que ces territoires sont vraiment phagocytés par les mafias qui en plus ont des capacités d'expansion. Hein. Donc en Italie, vous avez de nouveaux territoires qui ont été considérés comme gangrénés par la mafia, notamment la mafia calabraise. Et c'est aussi une différence entre la France et l'Italie, c'est qu'en Italie, il n'y a jamais de discours de victoire. C'est-à-dire que même quand ils arrêtent une personne importante, ils fêtent, mais ils repartent au combat parce qu'ils savent que ce sont des organisations criminelles, les mafias très ancrées, très transgénérationnelles, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas d'un leader charismatique. Donc c'est pas l'arrestation d'un chef. D'où ce terme de mafia qui est bien spécifique, en fait. Voilà, c'est ça. C'est pour ça aussi que les termes, il faut les employer vraiment de façon appropriée et justement, le fait de réfléchir aux organisations criminelles permet de les hiérarchiser, de comprendre leur niveau de dangerosité et d'adapter les outils. Revenons en France, si vous voulez bien. Est-ce que cibler les clients, comme l'a fait via un spot le ministre de l'Intérieur, c'est une bonne idée, ça, d'associer et de cibler, un peu de mettre en accusation finalement aussi les clients de stupéfiants? Moi, j'ai été choquée par ce clip. Pourquoi vous avez été choquée? Parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec des addictologues et que quand même ces substances sont particulières. La question de la dépendance, c'est une vraie problématique. C'est plus une question sanitaire en fait, c'est ça? Oui, et puis à qui s'adresse ce clip finalement? Parce que les personnes qui sont dépendantes, ça ne les touchera pas, ça ne les atteindra pas, et c'est plutôt de l'aide dont elles ont besoin et non pas une stigmatisation. Les personnes qui ont un usage récréatif, ils ne se sentent pas directement responsables de cette problématique-là, et puis il faut voir que la bascule de l'offre de stupéfiants sur les réseaux sociaux, via les messageries cryptées, c'est entre guillemets un pouce au crime, c'est-à-dire qu'on vient proposer quelque chose de facile, là où avant, les stupéfiants, c'était quand même se déplacer sur un point de deal, ce qui n'était pas forcément quelque chose que tout le monde était prêt à faire. Oui, il fallait aller au-devant alors que la drogue arrive chez vous avec des risques, parce que le point de deal, c'est pas forcément un endroit très sécurisé. On peut être identifié, on peut se faire agresser, on peut être interpellé. Là, maintenant, on vous livre à domicile avec un discours qui est très libertarien aussi. Je fais ce que je veux, j'ai le droit de faire des expériences, et l'illusion aussi qu'on va gérer cette consommation de stupéfiants, et finalement les dérapages sont plus fréquents qu'on ne le pense. Le ministre de la Justice a annoncé fin février la création d'un pôle spécialisé anti-mafia à Bastia. Il y a eu une manifestation samedi dernier. Le préfet a été sur place. C'est un terme
juste le terme de mafia en Corse? Et quelle est la réalité de cette mafia, si elle existe en tant que telle? Alors, je considère que ce n'est pas une mafia qu'on a en Corse. En revanche, le terme de dérive mafieuse, oui, est plutôt applicable. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer l'organisation mafieuse de la méthode mafieuse. La méthode mafieuse, elle est reprise par d'autres organisations criminelles parce qu'il faut bien voir que les mafias, c'est le modèle gagnant du crime organisé. C'est un peu ce qu'on cherche à imiter. D'ailleurs, quand une organisation qui n'en est pas une s'appelle DZ Mafia, c'est aussi parce qu'il y a des images qui sont associées à cela. Ce qui manque encore, c'est la continuité. Dans les affaires. Non, la continuité criminelle, c'est-à-dire ce côté transgénérationnel, l'organisation survit à l'existence de ses membres, c'est-à-dire que quand ils meurent de vieillesse ou en prison ou sous les balles, l'organisation n'est pas affectée plus que ça, elle continue d'exister et c'est des structures qui sont à la fois horizontales, les familles sur un territoire, et verticales, il y a des structures communes qui leur permettent de coopérer. Ça, a priori, on ne l'a pas observé en Corse. Par contre, ce que montre la situation corse, c'est effectivement cette zone grise qui s'étend entre sphère légale et sphère illégale. Ça, c'est extrêmement préoccupant. Le fait que vous ayez des politiques corrompus, des entreprises du BTP aussi qui ont des liens suspects, ça, c'est une vraie problématique dont il faut tenir compte. Et finalement, la bataille, elle ne doit pas être sur les mots, mais vraiment sur l'identification des problématiques, de ce que le crime organisé en Corse sait faire, avec qui il travaille aussi, parce que là, il peut y avoir des phénomènes d'apprentissage, d'émulation, encore une fois, qui font monter en puissance cette criminalité nationale. Roberto Saviano, qui publie un livre ces dernières semaines, disait que le fentanyl n'était pas présent en France. Le fentanyl, c'est une drogue de synthèse très très forte. Il n'est pas rentré en France parce que c'est les Corses qui empêchent sa diffusion. Vous partagez cette analyse ? Non. Non. Non, alors la question du fentanyl, c'est l'expérience américaine, mais le système américain est très différent d'une autre. Déjà, l'accès aux soins n'est pas aussi facile qu'en France. Il n'est pas aussi réglementé non plus. C'est-à-dire que nous, on a des officines, des pharmacies qui ont un encadrement juridique très fort. Même la vente en ligne, elle se fait adossée à une officine qui a pignon sur rue. Donc l'accès aux médicaments n'est pas du tout le même. Aux États-Unis aussi, on a eu des dérapages de l'industrie pharmaceutique qui ont fait la promotion publicitaire de médicaments extrêmement problématiques. Des opioïdes, c'est ça. L'Oxycontin en particulier, avec la firme Purdue Pharma qui a été condamnée pour ça. Donc on a nié la dimension addiction, justement liée à la consommation de ces médicaments. Mais il faut voir qu'il y a tout un système qui a dérapé autour de cette industrie pharmaceutique dévoyée, avec des cliniques de la douleur qui fournissaient des ordonnances, y compris à des personnes qui n'avaient aucun trouble, mais des trafics qui se sont mis en place à partir de la sphère légale. Et c'est ça qui a contribué à cette diffusion de la crise opioïde aux États-Unis. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Et par contre, on est la cible pour la cocaïne parce qu'il y a une saturation du marché américain. Et on a vu qu'il y avait eu dernièrement, c'était la semaine dernière, il me semble, une saisie record de 10 tonnes, c'est ça, de cocaïne à Dunkerque, grâce, c'est le succès des douaniers, c'est ça ? Oui. Vous dites que c'est les gardiens du territoire. Oui, parce que les douaniers ont un positionnement très particulier. C'est à la fois la matérialité, les marchandises et pas que les stupéfiants. Donc eux, ils ont vraiment un rayon large, très large, de protection, de bouclier du territoire. Ils contrôlent le territoire parce qu'ils sont au point d'entrée logistique, les ports, mais aussi sur le territoire, les routes, ils peuvent contrôler à ce niveau-là. Et en plus, les douaniers ont une cellule de premier cercle du renseignement pour étudier la criminalité organisée elle-même. Donc si on fait bien cette connexion marchandise et faire parler la marchandise, comprendre les organisations criminelles, on est vraiment sur quelque chose qui peut être très prometteur. Merci Clotilde Champérache de nous avoir apporté votre expertise. Et puis Merci. On peut vous lire Géopolitique des mafias, c'est aux éditions Le Cavalier. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Notre natalité baisse et dans le même temps la mortalité infantile monte. La France est en bas
du classement, 23e sur 27. Des journalistes ont mené l'enquête. Ils alertent sur ce qu'ils appellent le scandale des accouchements en France. Avant de recevoir l'un d'eux, je vous propose d'écouter cette médecin généraliste sur les déserts médicaux, propos recueillis par notre journaliste Domitille Léman. Il y a vraiment une défaillance du système de soins qui est globale et qui s'étend même au-delà des campagnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les villes sont particulièrement touchées. Je vais prochainement travailler chez SOS Médecins à Clermont-Ferrand et ils ont la même situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à répondre à toute la demande. Les services d'urgence sont saturés. J'ai une consoeur qui m'a écrit depuis Rennes pour me dire que tous les services étaient saturés au niveau de la réanimation. À Paris, c'est pareil. On sait que plus de 80% du territoire est concerné par un manque de soignants, mais je pense que les chiffres sont même au-delà de ça parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a été confronté à une difficulté pour se faire soigner. Bonjour Anthony Cortés, vous êtes journaliste d'investigation, vous signez avec Sébastien Lurquin cette enquête publiée aux éditions Buchet-Chastet, 4,1, le scandale des accouchements en France. 4,1, c'est quoi le chiffre exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? 4,1, c'est le taux de mortalité infantile en France, 4,1 décès pour 1000 naissances vivantes. Ça équivaut à 2800 bébés chaque année qui perdent malheureusement la vie. Et en fait, on a voulu nommer ce livre de cette façon-là parce que bien souvent, on voit passer des chiffres qui viennent de rapports, de l'INSEE, etc. Et on ne donne pas vraiment corps à ce que ça peut représenter. 4,1, c'est des vies brisées, c'est des destins entiers brisés, des familles fracassées de chagrin, malheureusement, mais c'est aussi une crise plus globale de notre système de santé. Et puis c'est un chiffre en augmentation. On est classé 23e, hein, c'est ça, sur 27 en Europe. Vous avez donc mené l'enquête. Est-ce que quelle est la raison principale, s'il y en a une, de cette mortalité? C'est le fait qu'il y ait moins de maternités qui maillent le territoire? Est-ce que c'est une des premières raisons ou pas? C'est une des raisons, c'est vrai. Alors dans ce livre, on a voulu explorer tout un ensemble de faisceaux d'indices, parce que quand on a interrogé les différents spécialistes de la question, ce qu'ils nous disent, c'est que quand on voit une telle évolution d'un chiffre autour de la santé, c'est soit qu'il y a une seule raison immense, soit qu'il y a un ensemble de petites raisons, de petits maillons, disons. Là, on est plutôt dans la deuxième hypothèse. Mais c'est vrai que la distance joue un grand rôle, la distance qui a augmenté parce que depuis les années 70, on a perdu 75% de nos maternités. Alors attention, au début, c'était justifié parce que l'intention, c'était de... C'était quoi l'idée au départ? C'était de monter les standards de sécurité. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de petites maternités qui jalonnaient le territoire. Le problème, c'est qu'en termes de conditions de sécurité, c'était très inégal. Donc à l'époque, la secrétaire d'État à la santé publique, Marie-Madeleine Dienesch, avait lancé tout un plan pour fermer ces petites maternités, avec succès, parce que, en fait, on le voit dans les résultats, on est passé d'un taux de mortalité infantile de 18 pour 1000 dans les années 70 à 4,8 pour 1000 à la fin des années 90. Le problème, c'est qu'ensuite, on est allé trop loin dans cette logique. À partir de 1998, on impose un seuil pour permettre aux maternités de rester ouvertes, 300 accouchements par an. Donc, on pourrait se dire, pourquoi pas? Le problème, c'est que ça a créé de vrais déserts médicaux, ça a déséquilibré totalement le maillage territorial et ça a éloigné, in fine, les femmes des maternités. D'ailleurs, on le retrouve dans les chiffres. Aujourd'hui, 900 000 femmes en âge de procréer sont en plus de 30 minutes d'une maternité et la part des femmes qui habitent à plus de 45 minutes d'une maternité a augmenté de 40% depuis les années 2000. Donc forcément, on se pose la question, on ne tranche pas le débat, mais on amène la question, est-ce que l'accroissement de la distance n'a pas joué un rôle aussi dans le... Parce que c'est des mamans qui arrivent un peu tardivement à la maternité. Vous pointez aussi autre chose, c'est la pratique de la césarienne qui serait aussi une raison de cette mortalité, puisqu'en France, on a le dogme d'attendre un peu, enfin je résume, un peu la dernière minute pour pratiquer la césarienne, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, on n'est ni scientifique ni médecin, donc on ne tranche pas le débat, mais on amène ce débat-là, parce que le débat existe dans la communauté scientifique aujourd'hui. On se penche plus précisément sur des recommandations qui datent de 2012 de la Haute Autorité de Santé et qui appellent, disons, à faire baisser le nombre de césariennes. Et quand on s'intéresse aux
débat préparatoire, disons, de ces recommandations-là, on s'aperçoit que c'était surtout motivé pour des raisons économiques. Ça coûte trop cher, d'une certaine façon. Le problème... La césarienne coûte trop cher. Voilà, donc, ce qui est comment dire, demandé, c'est faites-en le moins possible. C'est ça, et voilà, on va se concentrer sur l'accouchement par voie basse, voilà, tout simplement. Le problème, c'est qu'on a noté des effets pervers à ces recommandations. C'est-à-dire que le taux de césarienne n'a pas baissé, d'abord, mais le taux de césarienne en urgence a augmenté. Le problème, c'est que selon différentes études scientifiques qu'on cite dans le livre, la césarienne en urgence, augmente de risque, oui, c'est ça, et multiplie par 6, voire par 7 la morbimortalité, donc les risques de complications et de mort. On a interrogé la Haute Autorité de Santé pour savoir s'il y avait eu une évaluation qui avait été faite. Ils nous ont dit que non, pas du tout. Donc là aussi, on s'interroge de ce point de vue-là, parce qu'en fait, on voit un État qui marche à l'aveugle, qui lance des politiques, qui ne les planifie pas vraiment et qui en plus ensuite ne fait pas de retour d'expérience, c'est ça, il n'y a pas d'évaluation. Exactement. Autre point que vous pointez vous votre enquête, c'est le rôle de la PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Il y a un recul. Est-ce que les PMI, elles interviennent plutôt quand les mamans sont à la maison et sur plusieurs mois, etc. C'est dû à quoi? Un manque d'effectifs? C'est ça, c'est un manque d'effectifs, c'est un manque de moyens. Les PMI, les centres de protection maternelle et infantile, sont à la croisée du sanitaire et du social. Normalement, les PMI, elles sont là pour mailler le territoire, et elles reposent sur différents piliers. C'est d'abord la gratuité, la proximité et aussi le fait de ne pas demander aux mamans des formalités administratives. Donc en gros, le but, c'est de vraiment permettre à toutes les mamans et à tous les enfants, quelles que soient leurs conditions sociales, d'avoir un accompagnement, de bénéficier de la prévention. Et longtemps, en France, ça a été un de nos fleurons. C'est ce qui a permis qu'on ait de bons résultats. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de PMI sur le territoire. Celles qui restent sont de moins en moins dotées. Et en plus, dans celles qui restent, il y a de moins en moins de personnel aussi parce qu'il y a un problème de recrutement. Il y a un problème de recrutement, c'est ça exactement. La pénurie qui touche les hôpitaux touche aussi les PMI, et on le retrouve malheureusement ensuite dans les chiffres des mères et des enfants suivis, qui en 20 ans a été divisé par 2, avec des dégâts terribles, en particulier dans les territoires qui affichent des taux de pauvreté immenses. Je pense à la Seine-Saint-Denis qu'on a traversé aussi dans notre livre en reportage. La Seine-Saint-Denis qui a 17% de sa population qui est sous le seuil de pauvreté, qui voit un taux de mortalité infantile dépasser les 5,8 pour 1000, donc on est bien au-delà de la moyenne nationale. Donc on aurait besoin de PMI. Le problème, c'est que quand on interroge les sages-femmes de ces PMI, elles nous disent on rate des femmes aujourd'hui. Il y a des femmes avec énormément de difficultés, donc on doit trier qui on peut vraiment suivre, et donc il y en a d'autres qui malheureusement passent à l'as. Passent à l'as. Sur ces 2800 bébés qui ne soufflent pas leur première bougie d'anniversaire, quelle est la proportion entre ceux qui décèdent le premier mois, on va dire, et ceux au fil de l'année? Vous l'avez, ce chiffre? Oui, bien sûr. Alors sur ces 2800, 70% perdent la vie avant leurs 28 premiers jours. Et parmi ces... Donc la grande majorité, les trois quarts. Et parmi ces 70%-là, encore 70% la perdent dès les premiers jours, dès la maternité, et le plus souvent ce sont des prématurés, des enfants prématurés. Et là on pointe un autre problème de notre pays. Oui, c'est lequel? C'est la difficulté de prendre en charge les prématurés. Cette fois, c'est parce que on a des services qui sont censés les prendre en charge, qui sont censés prendre en charge les cas les plus critiques, qui ont de plus en plus de difficultés, et on a pu être témoin malheureusement de services qui doivent prendre en charge des bébés dans les couloirs, tellement c'est totalement saturé. Par manque de moyens, c'est ça exactement, et par un flux aussi de personnes qui est très difficile malheureusement à prendre en charge. Et là, ça nous a interrogés, on a voulu regarder ce qui se faisait dans d'autres pays européens, et on s'est aperçu que dans le trio de tête européen, par exemple, qui sont le plus souvent les pays scandinaves, là pour le coup, il y a une
très grande, très belle prise en charge des prématurés. Donc c'est un levier sur lequel la France doit particulièrement agir si on veut vraiment faire tendre ce taux de 4,1 vers 0. Vous avez évoqué les territoires qui étaient particulièrement touchés en parlant de la Seine-Saint-Denis. Mais si on élargit donc à la France, quels sont les autres territoires en plus de la Seine-Saint-Denis qui sont touchés en particulier par ces bébés qui décèdent beaucoup trop vite? C'est d'abord la ruralité. Le premier département qui affiche un immense taux de mortalité infantile, c'est le Lot. C'est le Lot, 6,2 pour 1000, c'est quand même immense, alors qu'en France, la moyenne est de 4,1, comme vous pouvez le voir sur le titre du livre. Et là, on se pose encore une fois la question de la distance, parce que quand on regarde le Lot, on voit qu'en 15 ans, le Lot a perdu 3 de ses 4 maternités. Il n'en reste plus qu'une seule. Et il n'en reste une. Quand on s'intéresse également au taux de femmes qui habitent à plus de 30 minutes d'une maternité, en 15 ans, là encore, on est passé de 6 à 24%, donc c'est immense. Donc, in fine, là, aujourd'hui, on voit que le Lot est le taux où, malheureusement, les bébés meurent le plus. Donc, on s'est posé la question, on est allé sur le terrain, voilà, c'est ça. On est allé sur le terrain, là, on a été marqué par le fait que le personnel médical, notamment, rejeter la faute sur les femmes, sur les conditions sociales des femmes, sur leur comportement à risque, sur le fait qu'elles fument de plus en plus, etc. etc. Mais c'est d'abord la faute des femmes, parce que du surpoids, du tabagisme, des choses comme ça. C'est en tout cas ce que nous dit le personnel médical, les équipes, mais pas toutes les équipes. C'est souvent les cadres de santé qui nous tenaient ce discours-là, mais quand on en parlait avec les sages-femmes, c'était totalement différent. C'est-à-dire que les sages-femmes, elles nous disent très clairement, la distance chez nous est une perte de chance, parce que forcément, quand on doit faire 45 minutes, 1 heure pour arriver à la maternité, dans des routes très sinueuses, qui, selon les conditions météorologiques, forcément, ça se passe beaucoup moins bien, ou alors, et si on n'a pas les moyens, si on n'a pas de voiture, on doit appeler les pompiers, donc la panique s'ajoute, etc. Et on accueille ces femmes qui sont totalement paniquées, forcément, le ressenti est totalement différent, et on pointe vraiment la distance comme une cause potentielle. Grosse cause potentielle. Vous dites qu'on n'a pas, donc c'est compliqué d'avoir une vue précise dans votre enquête de ce phénomène, car il n'y a pas de registre de la mortalité néonatale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et pourtant ça existe dans d'autres pays. Ça existe en Finlande, ça existe en Suède. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un registre de naissance? Un registre de naissance, c'est tout simple. Ce serait recueillir un ensemble de données par accouchement, des données sociologiques, des données démographiques, des données médicales, pour savoir tout simplement à la fin où est-ce que on meurt plus, malheureusement, pour quelles raisons médicales, avec quels facteurs peut-être environnementaux aussi, est-ce qu'on est un peu plus exposé à la pollution ou autre, des données médicales comportementales pour savoir si ces femmes-là fument plus, ont des comportements à risque, etc. etc. Bref, en croisant toutes ces données-là, on pourrait savoir, et en plus à l'ère de la big data, de l'intelligence artificielle. Oui, surtout que en fait, les sages-femmes font toujours des rapports. Enfin, l'information existe en tant que telle. Exactement. Oui. Mais elle n'est pas regroupée. En fait, elle n'est pas. C'est exactement ça. L'information existe. D'ailleurs, on s'en a aperçu au cours de notre enquête, c'est que il existe une multitude de données, une multitude de registres, mais les liens ne sont pas faits, les connexions ne sont pas faites. Alors pour différentes raisons, le plus souvent liées aux transparences de données, à la sécurité des données, etc. Mais de créer ce registre-là permettrait au moins d'avoir une vue d'ensemble pour évaluer les politiques publiques, mais aussi pour planifier une réponse politique à la hauteur. Et d'ailleurs, on a interrogé Philippe Juvin, qui est député LR et qui est un grand partisan de ces registres de naissance-là, et lui, il a chiffré le coût à entre 3 et 4 millions d'euros. C'est vraiment absolument rien, et ça permettrait de poser la première pierre d'une réponse politique, parce qu'aujourd'hui, nous, quand on a fait cette enquête, on s'est aussi confronté à des dogmes. C'est-à-dire qu'on a vu des élus locaux de territoire qui voulaient leur petite maternité, alors que parfois elle n'est pas vraiment sûre, et de l'autre côté, des grands partisans des grands établissements, même surchargés. Qui plaident la sécurité, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et ce que dit Philippe Juvin, et je crois qu'il a raison, c'est qu'en fait, ce registre-là permettrait de trancher le débat. Il y aurait une donnée objective, des données objectives, et à partir de là, on pourrait prendre une marche, disons, sur 10, 20 ou 30 ans, même si le temps long se perd malheureusement aujourd'hui en politique,
ça permettrait d'apporter une réponse à la hauteur, d'autant qu'on est dans un temps d'instabilité politique et ça nous permettrait d'en retrouver un tout petit peu. C'est une enquête très intéressante, c'est à lire, le scandale des accouchements France 4,1. Vous co-signez cette enquête avec Sébastien Leurca. Merci Anthony Cortès d'avoir été avec nous. C'est aux éditions Buchet-Chastel. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même endroit. D'ici là, passez une bonne journée en compagnie du Figaro TV. À demain.